Bienvenue au Polysécure, segment grand public qui aide pour les curieux et ceux qui veulent connaître un peu les effets de la sécurité. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et cette fois-ci, nous allons discuter des gestionnaires de mots de passe et à quoi ils peuvent nous servir et comment ils peuvent nous aider à mieux se protéger. Je te passe la parole pour les questions. Oui, donc le gestionnaire de mots de passe là, semble être une bonne solution à une façon saine et sécuritaire de gérer nos mots de passe. Je crois qu'on a tous été coupables à un moment ou à un autre d'avoir un fichier de texte sur notre desktop écrit mot de passe ou un nom bidon, ce qu'on mettait tous nos mots de passe de toutes les plateformes. Puis ou d'avoir tout simplement un petit livre à côté de notre ordinateur où ce qu'on a noté là tous nos différents mots de passe. Donc c'est sûr qu'avec l'ère d'aujourd'hui, toutes les plateformes nous demandent un mot de passe. Là, certains ont certaines restrictions, nous demandent des caractères spéciaux. Donc ça amène une multitude de mots de passe à retenir et à gérer. Et on est juste pas capable de pouvoir tout retenir ça. C'est pas réaliste là, d'être capable de tout le faire par nous-mêmes dans notre tête. Donc, le gestionnaire de mots de passe semble être une bonne solution. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe? Nicolas Lick, à toi la parole. Oui, mais comme tu l'as dit, on a beaucoup de mots de passe à retenir, surtout que dans les recommandations qu'on fait, on demande aux gens de mettre des mots de passe différents sur chacun des sites. Donc, on devient avec une multitude de mots de passe, puis plus on consomme des services, plus on a de mots de passe à retenir, de un. Et l'autre aspect, c'est que les fuites de données aussi sont de plus en plus importantes. On faut sur les médias. Donc, de plus en plus, nos mots de passe risquent de se trouver dans le dark web. Écoutez l'épisode 39 à ce sujet-là, dans lequel on aborde un peu qu'est-ce que c'est. Les mots de passe s'y retrouvent, entre autres, en plus de nos informations personnelles, ce qui aide aux malveillants à pouvoir rentrer sur des différents comptes qu'on a. Donc, si on a un mot de passe unique sur l'ensemble des plateformes, ben, on a une clé maître qui permet aux malveillants de rentrer littéralement sur tous les systèmes dans lesquels notre identité peut être attachée. Donc, on a déjà ce défi-là. Et le défi, puis comme tu le mentionnais, c'est qu'on a beaucoup de mots de passe. Donc, le petit carnet, oui, c'est en soi une bonne chose parce qu'on est quand même, ça prouve qu'on a des mots de passe différents pour chacun des systèmes. Par contre, d'un point de vue facilité d'utilisation, le petit carnet n'est peut-être pas nécessairement le meilleur approche, même si physiquement il est séparé, on peut pas nous le voler à moins que quelqu'un rentre chez nous, mais ce genre de choses-là. Donc, il y a des logiciels qui ont été développés pour peut-être remplacer ce genre de petit carnet, le petit carnet noir avec nos mots de passe, dans un contexte un peu plus informatisé dans lequel c'est une voûte, dans lequel on dépose nos mots de passe, que cette voûte-là, elle est protégée par j'espère, si vous en avez un mot de passe très, très robuste, parce que c'est la voûte qui permet l'accès à tous les mots de passe que vous disposez, et ensuite de pouvoir mettre ça dans un environnement plus simple, plus convivial et plus facile d'utilisation, là. Puis un gestionnaire de mots de passe, est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est physiquement quelque chose qu'on doit aller acheter au magasin? Est-ce que c'est quelqu'un qui est chez nous gérer nos mots de passe? Ben, dans ce cas-ci, c'est un logiciel dans lequel on achète. Il en existe plusieurs sur le marché de différentes qualités, de différentes options. D'ailleurs, les options sont très importantes parce que c'est là où on va trouver des logiciels qui sont facilitants pour nous aider, pour nous amener à avoir une saine gestion et une bonne intégration, surtout dans les plateformes web dans lesquelles on va avoir beaucoup de sites où ils vont pouvoir nous aider, à sélectionner un mot de passe robuste, de pouvoir le ressaisir automatiquement dès qu'on va réaccéder au site en question. Donc, tous ces éléments-là sont assez important. Donc, d'avoir ce genre de logiciel-là nous permet d'avoir des mots de passe de 32 caractères de long. Et ce n'est pas grave d'avoir un mot de passe de 32 caractères de long parce que la difficulté n'est pas sur nous, mais c'est le logiciel qui dispose de cette information-là. Donc, c'est aussi d'autant plus important, comme on a toute cette information-là, qu'on choisit un logiciel qui est sécuritaire, qui protège bien et qui s'intègre bien dans nos habitudes de vie, qui permet d'arriver à nous aider à choisir des bons mots de passe, nous aider à saisir les mots de passe correctement et faciliter un peu notre vie. Est-ce que ça éclaire un peu plus ton univers là-dessus? Ben, si je comprends bien, c'est un logiciel que si je veux accéder, il faut vraiment que j'aille de quoi de solide pour démontrer qui je suis. Puis après ça, j'imagine que je peux configurer là, chaque plateforme. Mettons, je marque Amazon, puis là, je peux marquer le mot de passe que j'ai pour Amazon. Ça peut être 32 caractères. Il peut être super complexe parce qu'après ça, je peux juste copier puis coller dans mon site.
Oui, ça, c'est la version la plus simple, comme tu le mentionnes, mais normalement, les logiciels maintenant sont beaucoup plus sophistiqués, c'est-à-dire que ils vont nous proposer des mots de passe complexes naturellement, ils vont stocker ces mots de passe-là automatiquement, ils vont ensuite soit nous avertir, certains des logiciels nous avertir que les sites ont été hackés, par exemple, ils nous demander de changer de mot de passe. Certains vont même aller jusqu'à supporter le MFA, c'est-à-dire le two-factor qu'on a parlé dans un épisode précédent également. Fait que tu as toute cette intégration-là dans des plateformes de plus en plus complètes qui permettent justement de nous faciliter la vie tout en étant de plus en plus sécuritaires face à tous ces sites-là qui disposent de plus en plus d'informations sur nous et dans lesquels on veut quand même protéger notre petit jardin dans ces différents sites-là. Je comprends bien. Puis, je me souviens qu'on a déjà eu une discussion sur les mots de passe. Puis, tu m'avais dit que tu utilisais un mot de passe unique par plateforme. Comme ça, si jamais il y avait une fuite de données, tu savais exactement de quel endroit ça venait. Ou c'était une adresse courriel. Peut-être que je me trompe. Hein? Les deux sont la même chose, c'est-à-dire que pas sur tous les sites, là, j'ai pas la discipline, j'ai des amis qui sont beaucoup plus disciplinés que moi d'avoir vraiment une adresse courriel par type de site distinct qu'ils prennent. Là. C'est quand même une très grande discipline. Apple l'offre maintenant de façon plus native, c'est-à-dire qu'on peut maintenant s'inscrire avec des adresses anonymes qui sont rattachées à notre compte par ailleurs, mais quand même offre face au site qu'on consomme ne divulgue plus notre adresse courriel. Fait que ça, c'est un axe comme ça, mais même les mots de passe aussi, si on veut faire du rétro-ingénierie, c'est-à-dire que si le fait d'avoir des mots de passe différents sur chacun des sites, c'est sûr que si je vois un de mes mots de passe, je peux pas savoir si c'est le mien parce qu'il y a 32 caractères de long, fait que je sais pas que c'est le mien. Mais si je compare dans ma base de mots de passe, puis je vois sur un site malveillant qui vérifie justement la fuite de ces choses-là, je vais être capable de retracer d'où arrive l'information dans la question parce que j'ai des mots de passe uniques sur chacun de mes sites. Cette bonne pratique-là est pas réaliste quand on a pas de gestionnaire de mots de passe ou qu'il faut retenir tout ça. Là. Donc, le gestionnaire de mots de passe rend cette bonne pratique-là beaucoup plus accessible pour le citoyen moyen, disons. Puis, ça vaut combien un gestionnaire de mots de passe? C'est-tu bien dispendieux? Est-ce que c'est un gros investissement? Ça dépend lesquels qu'on choisit. Puis tu vois, là, depuis quelques années, là, moi je suis plus familier avec la plateforme Apple, mais j'imagine que Windows va faire Microsoft la même chose. Il y a la voûte de mot de passe qui est incluse quelque chose, je me rappelle plus, qui justement vient stocker tous nos mots de passe sur nos sites, ce genre d'intégration-là dans la plateforme. Cette intégration-là nous permet déjà, dès lors, d'avoir disposé ça facilement, d'avoir une voûte rudimentaire, mais une voûte qui est quand même utile, qui permet de se brancher autant sur les appareils iPhone que sur les ordinateurs macOS, d'avoir la même voûte de mot de passe, puis de pouvoir se brancher sur les sites principalement, mais aussi dans certaines applications aussi. Ça, c'est la version peut-être plus rudimentaire, dans laquelle Apple, avec chaque itération, rajoute des options, mais puis des facilités, détecte si notre mot de passe a été trouvé, détecte de plus en plus d'aller plus loin. Ce qu'on va retrouver, puis là, c'est là on va dans les logiciels plus commerciaux comme OnePassword, Dashlane ou KeePass, par exemple. Même KeePass est gratuit, c'est un logiciel open source. Mais comme un logiciel open source est un peu moins bien intégré dans les plateformes, il manque un peu plus d'efforts de manipulation. Mais dans le cas de OnePassword et Dashlane, une réelle intégration à la plateforme, autant Windows que Mac, ou même la plateforme mobile à ce moment-là, Android et iPhone, ce qui permet d'avoir les mots de passe intégrés dans ces différentes plateformes-là dans une voûte, soit stockés sur son ordinateur. Quand les gens plus nerveux, un peu comme moi, qui ne veulent pas que ces mots de passe soient stockés dans le nuage, moi, mes mots de passe sont stockés chez moi dans une voûte locale. Mais il est toujours possible d'avoir des voûtes infonuagiques dans lesquelles on va déposer ces mots de passe-là. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça dépend quel genre d'informations on veut y stocker. Puis il y a certaines options de famille, puis de partage de mots de passe, puis ainsi de choses comme ça qui sont incluses dans des versions plus sophistiquées de ces logiciels-là. Ça a un coût. C'est sûr qu'ils ne sont pas gratuits, mais tout dépendant du niveau d'intégration, du niveau de fluidité, du niveau d'options qu'on veut, ça peut de valoir le coût de payer ce montant-là. J'imagine une cinquantaine de dollars de mémoire. Là. Allez vérifier, fiez-vous pas à ma parole là-dessus. De se doter d'un logiciel comme ça qui nous aide à aller plus loin, à mieux se protéger. Puis l'avantage, c'est vraiment la fluidité dans laquelle c'est.
Parce que, comme tu pensais, ça va être très compliqué. Plus on augmente le nombre de sites, de tout stocker ça, ça devient complexe, long et fastidieux. Ben, le fait de l'avoir plus automatisé, justement, enlève ce fardeau-là. Et on le fait, enlève cette barrière-là, cette difficulté-là qu'on pourrait avoir à adopter des bonnes pratiques. Fait que c'est des logiciels qui nous aident à adopter de meilleures pratiques et de meilleures façons de faire. Là. C'est intéressant. L'application là, avec Apple s'appelle Trousseau d'accès. Là, en français, je ne sais pas comment elle s'appelle en anglais, là, mais c'est vrai que c'est une belle alternative qui n'a pas de coût, qui est déjà intégrée. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est déjà mieux que rien. Puis j'ai retenu là, 1Password comme application. Puis l'autre que tu as dit, qui commence par D, j'ai manqué le nom. Dashlane et qui est pas assez gratuit. Oui, il y a des versions peut-être un peu payantes, mais au minimalement c'est gratuit. Les autres n'ont pas nécessairement de version d'essai gratuite, des choses comme ça. Il faut à ce moment-là évaluer si ça répond aux besoins. Puis si on est prêt à payer les montants qui nous sont demandés par rapport à ce genre de choses, ça accorde dans notre budget. Puis si cet élément-là, ou la facilité d'utilisation qui nous est apportée par ces logiciels-là vient nous aider là. Moi, je suis un utilisateur de 1Password, puis c'est un des logiciels que je trouve très intéressant parce qu'il y a une panoplie d'options qui est incluse, dont le fait que quand il détecte que le site a été attaqué, puis il détecte la dernière date que j'ai changé mon mot de passe, donc il peut déjà m'avertir que les sites qui ont été hackés ont fuité mon mot de passe, donc d'aller me favoriser à échanger mes mots de passe sur ces sites-là, intègre le MFA dedans, fait que j'ai pas besoin d'avoir deux plateformes pour aller saisir le mot de passe et le MFA qui va avec. Tout est intégré dans la même plateforme. Fait que les gains d'utilisabilité sont énormes, donc ça m'aide à avoir un bon comportement pour un prix, mais ça m'aide quand même énormément. Mais ça, c'est mon choix d'évaluer parce que chaque besoin est différent, chaque habitude d'utilisation est différente. Bien lire parce que là aussi, il y a eu un petit soubresaut au printemps, en tout cas en février dernier, où le logiciel LastPass, qu'on est un bon, qu'on n'a pas nommé jusqu'à présent, parce que une de ces itérations de son produit avait des trackers à l'intérieur, qui suivaient le comportement des utilisateurs du logiciel. C'est un faux pas de la compagnie d'avoir fait ce genre de choses-là parce que ça vient amener un doute sur la sécurité et tout ce que ça comporte en arrière de ce logiciel-là. Que ça soit un faux pas là, involontaire, c'est malheureux pour eux autres, mais ça a quand même un espace de mauvaise publicité dans lequel il faut juste être vigilant aussi comme consommateur de s'assurer que on prend pas une compagnie qui pourrait nous mettre à risque ou divulguer nos habitudes de navigation parce que c'était essentiellement ça. C'est l'application Android de LastPass traquait les sites qui étaient utilisés pour LastPass, donc les mots de passe qui étaient stockés. Donc ça peut divulguer un peu d'informations sur la personne qui utilise ça, puis des fois, ben, on ne veut pas nécessairement partager cette information-là. C'est intéressant. Puis, pour le MFA, en fait, c'est le multiple facteur d'identification. On en a parlé dans un épisode récent. Donc, pour ceux qui sont peut-être un petit peu perdus, peuvent aller s'y référer. Donc, dans le fond, va juste, si je comprends bien, le gestionnaire de mots de passe va juste stocker aussi le deuxième facteur d'identification, que ce soit un numéro de téléphone ou une autre information là, pour justifier la connexion. Puis, à quel... Je vais préciser parce que tu parles de numéro de téléphone. Non, c'est pas cet élément-là qui est stocké dans le chose. Le téléphone, c'est parce qu'ils vont nous envoyer un texto sur notre téléphone, ils vont nous faire un appel. Puis ça, c'est pas stocké dans un chose. Le chose, c'est le PIN à 6 chiffres qui change à toutes les minutes, qui est stocké dans le gestionnaire mot de passe. Ce qui fait que quand on saisit sur un site avec un deuxième facteur comme ça, ou un MFA, va amener dans la chance qu'il va fournir le nom du GG, le fournir le mot de passe, puis quand on va arriver à la question du MFA, ben, il va avoir la même information. Fait que ça vient encore faciliter d'autant plus l'expérience utilisateur qu'on n'a pas soit à rentrer un texto, soit à faire une deuxième manipulation pour rentrer dans le site. Donc, on augmente globalement la sécurité d'accès sur ces sites-là, tout en facilitant notre vie au passage. Ah, merci de la précision. C'est vraiment une valeur ajoutée là. Au lieu d'aller après ça dans notre application Google Authenticator pour rentrer le code à 6 chiffres, mais c'est déjà intégré. Fait que c'est très bien. Puis je me demandais à quel point c'est facile de setuper un gestionnaire de mots de passe. Est-ce que ça va nous prendre 4 heures à faire fonctionner pour qu'après ça on s'y retrouve? Ça ressemble à quoi l'utilisation?
C'est généralement assez simple. C'est un logiciel qu'on installe. Si on va dans la version, la voie de le trousseau de mots de passe de Apple, il est intégré, puis il même se propose automatiquement dans certains cas où on saisit un mot de passe sur un site web, où il va enregistrer ceux qu'on a déjà saisis ou nous proposer des mots de passe beaucoup plus forts, puis il nous aide à acheminer dans ce chemin-là. Pour ceux qui ont des appareils avec Touch ID ou Face ID, bien, il va demander le Touch ID ou le Face ID pour déverrouiller la voûte. Fait qu'il y a quand même pas une facilité est facile parce que c'est notre face, mais c'est pas quiconque qui peut utiliser notre téléphone puis ou notre de temps en temps puis accéder à ces mots de passe-là. Fait qu'on a quand même une protection adéquate à ce niveau-là. Si on va plus loin que ça, là, à ce moment-là, si on va chercher comme OnePassword, qui est vraiment ce que je connais le mieux, c'est d'installer le logiciel. Ça prend quelques minutes. Ben, il faut le télécharger, l'acheter, le télécharger et l'installer. Ce qui prend quelques minutes. Puis une fois qu'il est mis en place, il va s'intégrer automatiquement avec nos navigateurs web, Chrome, Firefox, Safari, probablement Edge sur Windows. Donc, il s'intègre dedans, puis dès qu'on détecte qu'on saisit un mot de passe, il va nous proposer de l'enregistrer. Donc, on est capable de repopuler la base de données sans faire un effort, un one-shot, puis transférer. Au gré qu'on va visiter, bien, il va nous dire. Puis là, après ça, comme un OnePassword, par exemple, même le trousseau de Mac le fait maintenant, il va détecter les mots de passe et doublons. Fait que là, son mot de passe qui se répète, il va nous avertir, ça, c'est un mot de passe qui est doublé. Ça serait peut-être bon de changer. Fait que là, il nous facilite un peu le chemin pour nous amener à ma convenance, mais c'est quelques minutes, puis ça se remplit automatiquement par la suite. Là, c'est ça la beauté de tout ça. Là. L'effort n'est pas très grand. C'est vraiment intéressant. J'aurais pensé qu'il aurait fallu pousser l'information, prendre le temps de saisir Amazon. J'utilise tel mot de passe, blablabla. Donc, c'est vraiment rassurant à savoir. Moi, de mon côté, j'avais pas d'autres questions spécifiques au gestionnaire de mots de passe. Nicolas, est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Non, j'ai rien à rajouter, sauf que achetez-vous-en un, ça vaut la peine. Là. Pendant qu'on se parlait, ben, j'ai fait mes devoirs, j'allais voir comment ça coûtait. OnePassword, c'est un coût d'abonnement parce qu'il y a quand même un hébergement online. Il existe une version non hébergée, mais les coûts sont différents. C'est 3$ par mois pour une version standalone, une version seule. Donc 36$ par année si on veut utiliser ce genre de choses-là. On a toujours la dernière version du logiciel, on a toujours la dernière protection, ça nous fait une panoplie de choses fort pratiques. Donc, ça vaut la peine d'investir ce montant-là pour ceux qui ont la capacité, sinon de s'appuyer sur les versions intégrées là, comme le trousseau dans le cas de tout l'écosystème Apple, par exemple. Ah, c'est super intéressant. Le coût il est moins élevé que j'aurais pensé. Puis en plus, ça nous assure d'avoir la dernière mise à jour pour pas avoir des failles de sécurité comme avec le cas de SolarWinds qu'on a couvert il y a de cela quelques épisodes. Donc, merci Nicolas d'avoir démystifié pour nous le gestionnaire de mots de passe. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on creuse un petit peu plus comme ça, gênez-vous pas de nous contacter sur les réseaux sociaux ou par courriel. Puis, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Merci, à la prochaine.